était une grande période de liberté, sur 80 années à peu près, et dans laquelle on a retrouvé, mais il en reste d'autres sûrement inconnus ou qui sont perdus à jamais, on a dénombré 1600 pièces. 1600 pièces pendant cette période, c'est une production énorme, avec des auteurs vraiment géniaux. Donc évidemment on retient Shakespeare, mais il y en a d'autres, et c'est Marlowe, etc., Johnson, donc c'est une production de textes, c'est une prolifération d'acteurs, de troupes. Ça a été une période bénie. Et je crois que une partie de mon amour pour cet auteur vient des conditions dans lesquelles se déroulaient ces représentations. Je crois que ces auteurs écrivaient pour tout le monde, dans ces lieux-là, parce qu'au début, avant que ce soit des théâtres comme le Globe Theatre, construits en rond, c'était des arrière-cours d'auberges, et on y mettait des tréteaux sur des tonneaux, on mettait des planches, les gens s'accrochaient un peu au balcon autour, se mettaient par terre, etc. Et il fallait en donner pour tout le monde. C'est-à-dire que c'était en général dans le sud de Londres, dans des quartiers portuaires, des quartiers souvent malfamés, avec des marins, avec des prostituées, avec des bandits, du trafic. Mais tout le monde allait au théâtre, et avec ça. Donc les pièces devaient rendre compte de ce public bigarré, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il fallait du sang, il fallait des combats, il fallait des sorcières, il fallait des putes, il fallait du langage grivois, il fallait des jeux de mots absolument épouvantables, et il fallait aussi de la poésie, il fallait aussi des grandes histoires, il fallait aussi raconter le monde, l'aventure royale, les rois qui se succèdent, les guerres de conquête de pouvoir, les guerres de conquête tout court de territoire, comme en France, avec Henri V, etc. Donc le théâtre avait cette fonction de raconter l'histoire quasiment contemporaine, quand Shakespeare écrit Richard III, parce que ce film est vraiment génial, Al Pacino, je vous conseille d'aller le voir après, ce sont des faits qui se sont déroulés il y a moins de 100 ans. Donc c'est quasi contemporain, c'est un théâtre pas documentaire, parce qu'il se prenait des grandes libertés, notamment avec Richard III, il n'était pas si fou que ça, et pas si cruel que ça non plus. Mais il y avait une partie, oui, il fallait que ce théâtre enseigne aux autres. Et il y avait aussi des gens donc instruits, des étudiants, des collégiens qui venaient, et donc ça devait être bien écrit aussi. Donc tout le monde en avait pour son compte. Et c'est ça que je trouve absolument génial. Pendant ce temps-là, en France, le théâtre était réservé à la cour et à ce qui deviendra plus tard l'académie. Et les représentations se faisaient devant le roi, et si le roi faisait, c'était un succès. Et si le roi faisait, eh bien l'auteur était rayé. Et ça se jouait 4 fois, 5 fois, et c'était tout. Et le peuple n'avait que les comédies qui se déroulaient ailleurs, dans les foires, sur les ponts, et le pouvoir royal voyait la comédie d'un sale œil. Donc on était exactement dans l'attitude inverse. Le pouvoir royal en France se méfiait de la comédie et a tout fait pour l'interdire, et il a même réussi vers la fin du XVIe siècle, par décret, la comédie a été purement interdite. Et on a commencé à cadenasser l'écriture pour qu'elle se réfère à l'antique. Parce que c'est pratique, l'antique, personne ne le connaît, donc on raconte des histoires de reines. Puis il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de contestation possible. Pour y voir un lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, il faut se lever de bonne heure. Si on n'a pas fait... donc c'est tranquille, c'est peinard. Pour le pouvoir royal, il n'y avait aucun problème. Et on a commencé à cadenasser l'écriture, et on voit, au fur et à mesure que les années passent, se profiler les règles d'écriture, c'est-à-dire unité de temps, de lieu, d'action, de bienséance, parce qu'on conserve toujours les 3 premières règles, temps, lieu et action, mais il y a aussi 2 autres règles de bienséance, donc il fallait que les sentiments évoqués ne soient pas choquants, et d'homogénéité de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il fallait s'exprimer en une seule langue. Donc ça voulait dire que, par exemple, les accents paysans étaient proscrits. Voilà. On ne pouvait pas... alors que chez Shakespeare, on entend parler paysan, on entend parler des différents patois, différentes langues, et on entend même parler français chez Shakespeare dans Henri V.
Alors, on va revenir justement à tous les rôles que tu as interprétés. Shakespeare, donc c'est Henri V, qu'on a vu, je crois, à la Cour d'honneur d'Avignon, notamment. Richard III, notamment au Théâtre des Amandiers, c'est de Nanterre, si ma mémoire est bonne. Et puis Hamlet deux fois, une fois la Comédie Française en 95, où tu jouais Laërte, et puis à Grignan en 2011, où tu as joué Hamlet. Tu devais jouer Othello donc de Shakespeare sous la direction de Luc Bondy, qui malheureusement a disparu, on le sait, l'automne dernier, donc j'espère que c'est prorogé. Mais on va revenir à ce choc, je crois, que tu as eu. Alors il y a effectivement le film qui sera diffusé ce soir, tout à l'heure, à 14h, mais il y a aussi toi, Hamlet, que tu as vu, de Kenneth Branagh, et qui a été justement un vrai choc dans cette façon de reprendre ces textes qui paraissent parfois un peu difficiles, qui racontent des histoires, comme tu le dis, universelles, mais des textes qui, de prime abord, nous semblent pas abordables, et je crois que tu as traduit, d'ailleurs. Pas traduit, mais enfin, j'ai fait la voix française de Kenneth Branagh. Mais avant ça, en t'entendant parler, il y a un truc que j'ai pas raconté d'ailleurs dans ce livre, c'est qu'il y a eu un premier choc de cinéma, c'était Ran de Kurosawa, et j'ai su par la prof de français qui nous avait emmenés par la main à voir ce film, que ça s'inspirait de Shakespeare, d'une pièce de théâtre. Et je me suis dit, mais quand même, c'est qu'un auteur de théâtre qui a donc un peu moins de 400 ans à l'époque, entraîne un film comme ça, permette un film comme ça, moi je trouvais ça déjà incroyable. Alors je faisais déjà du théâtre, mais dans une petite troupe, et c'était bien avant le conservatoire, ça, en première. Et déjà il y a eu un déclic là, parce que je me souviens, on avait été emmenés voir certaines adaptations de Molière, de Roger Cotgelot par exemple, c'est ça? Et bon, c'était pas terrible quoi. Enfin, Molière au cinéma, il manque des choses. On voit bien que ça se cantonne, on voit bien que c'est du théâtre, voilà, et que ça doit rester au théâtre. Et que les adaptations de Molière au cinéma sont rarement probantes, quel que soit le talent des comédiens, et il y en a eu qui s'y sont frottés. Le théâtre, ça voue tout le temps chez Molière, et de façon géniale d'ailleurs, je tiens à le dire. Mais le cinéma n'est pas présent chez Molière. Or, le cinéma est présent chez Shakespeare. De par sa liberté, justement, de par les changements de costumes, les changements de décor. On peut être dans une forêt qui bouge, comme dans Macbeth. On peut être en Normandie avec Henri V, et puis revenir à la cour d'Angleterre. On peut être au Danemark, on peut être à Vérone, on est partout. On est sur mer, on est au cœur d'une tempête, etc., etc., etc. Donc déjà, il y a une mobilité du récit, des histoires absolument fortes. C'est un peu le théâtre de l'époque, le cinéma de l'époque, pardon. Oui, c'est ça, il y avait une fonction, effectivement, comme une intuition de cinéma. Et comme si Shakespeare écrivait déjà pour le cinéma, enfin, comme s'il avait eu cette intuition-là. Et effectivement, après, j'ai découvert, d'abord dans l'ordre, c'était Henri V, de ce même Kenneth Branagh, et c'est en voyant ce film que j'ai eu envie de jouer la pièce. C'est pour ça que cet auteur a tout à fait sa place de l'écrire à l'écran, parce qu'il est dans les deux sens. Moi, c'est en voyant un film que j'ai eu envie de faire une pièce de théâtre, et que ça m'a permis d'ouvrir le livre de Shakespeare, comme dirait quelqu'un de Grignan que j'avais rencontré. J'ai envie de m'acheter le livre de Shakespeare. On va revenir.